consacré à la numérisation du patrimoine, une nouvelle façon de préserver et de populariser, même de comprendre notre héritage mémoriel commun. Alors cette table ronde va nous permettre d'échanger à quatre. Alors je vais peut-être déjà introduire un peu les quatre participants à cette table ronde. Je vais commencer juste par moi-même, très brièvement. Donc Jean-Gabriel Ganassia, je suis informaticien de formation, spécialiste d'intelligence artificielle. J'ai aussi une petite formation en philosophie. Et les raisons qui me conduisent à m'intéresser à ces questions, c'est parce que j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années sur les humanités numériques, le versant textuel des humanités numériques. Il y a une deuxième raison pour laquelle je m'intéresse encore plus aujourd'hui à ces questions, c'est parce qu'on m'a demandé de présider le comité d'orientation du cycle des hautes études de la culture qui forme des fonctionnaires de la culture à un certain stade avancé de leur carrière, avec des réflexions. Alors ça peut être des réflexions sur la formation, sur la création artistique, mais aussi sur le patrimoine et sur la création du patrimoine. Sinon, ensuite, je vais présenter les différents membres de cette table ronde. Donc, Marion Boudon-Machuel, qui est historienne de l'art, c'est ça, ce qui fait rêver, a été pensionnaire de l'Académie de France à Rome, où elle a dû passer pas mal de temps à travailler, et elle a été conseillère à l'Institut national d'histoire de l'art, et elle est rédactrice en chef de la revue Perspective, des spécialistes des sculptures du XVIe et XVIIe siècle, et puis elle coordonne énormément de choses, donc elle parlera juste après moi. Et puis sinon, juste à ma gauche, Gilles Venturini, que je connais depuis extrêmement longtemps, puisqu'on a été, je le connais depuis qu'il est bébé, hein, quand on est scientifique, hein, c'est les gens avant leur thèse, hein, puisqu'on était dans le même laboratoire à Orsay. Il est professeur en informatique à l'université de Tours, au laboratoire l'IFAT et à Polytech Tours, et il travaille sur la science des données, et en particulier sur les interfaces visuelles interactives. Hein, il a travaillé beaucoup sur les questions de données issues du patrimoine, mais aussi sur d'autres domaines comme la médecine, la biologie, le handicap, etc. Et puis enfin, Jean-Yves Ramel, qui est actuellement donc, professeur d'informatique aussi à Tours, qui enseigne à Polytech Tours et qui dirige l'IFAT, donc c'est le chef de Gilles Venturini, spécialiste d'intelligence artificielle et d'analyse d'images. Alors, je voudrais commencer par faire une petite présentation de mon côté, hein, qui sera introductive à cette table ronde, hein, sur la mémoire et le patrimoine. Lors de la crise sanitaire que nous venons de vivre, et de pas complètement sorti, la numérisation des musées, des livres, des films, de la musique et des voix nous ont permis de conserver un accès aux œuvres artistiques. Et il en va là, avec la conservation et la mise à disposition sous forme numérique de tous de notre patrimoine culturel, d'une dimension qui est extrêmement importante de notre mémoire collective. Et c'est de cette notion de mémoire dont je voudrais parler. Parce que, en particulier en tant qu'informaticien, il y a toujours une ambiguïté sur cette idée de mémoire. On a l'habitude d'assimiler la mémoire à des dispositifs de stockage d'informations. Or, les psychologues avec qui on travaille dans le cadre de l'Observatoire B2V des mémoires nous expliquent que justement la mémoire, c'est beaucoup plus complexe, c'est un ensemble de processus, hein, d'encodage de l'information, de consolidation, c'est-à-dire de transformation de l'information, et puis de techniques d'accès à l'information. Alors dans le cadre de la mémoire collective, on peut se demander comment ces opérations, qui en principe relèvent du psychisme individuel, se transposent. Et c'est, je crois, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors d'abord, les questions de codage d'information, elles sont tout à fait essentielles si on veut numériser le patrimoine. Comment représenter des images
comment représenter des films. Alors on se dira, c'est simple, il y a des outils qui permettent de le faire, mais ça n'est pas aussi simple que cela, parce que si on veut occuper une place raisonnable, souvent il faut appliquer des techniques de compression d'informations qui posent problème. Et puis il faut se dire aussi que dans le futur, peut-être que nos descendants ne disposeront pas des codages anciens. Donc ça pose des questions intéressantes. On risque de rentrer dans une société amnésique, c'est-à-dire que cette énorme quantité de mémoire risque d'être difficilement accessible aux générations futures. Et puis, il ne faut pas simplement être capable de représenter les données, mais aussi être capable de les décrire. C'est-à-dire, même si on a des images, si on a des sons, il faut savoir ce qu'il y a dedans, et ça pose des questions d'indexation. Alors moi qui suis spécialiste d'intelligence artificielle, ça évoque bien sûr les notions d'ontologie, c'est-à-dire des outils, ce qu'on appelle la représentation des connaissances, c'est-à-dire la façon d'organiser le savoir à l'intérieur de nos têtes, plus exactement, en l'occurrence, des têtes des machines. Et ça pose des questions intéressantes. Donc vous voyez, ce sont des enjeux scientifiques centraux. Donc ça, c'est la première phase, l'encodage. Et puis il y a une deuxième phase importante, c'est ce que les psychologues appellent la consolidation. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le cas du patrimoine? Ça veut dire que les données, une fois qu'elles sont là, ne vont pas être inertes, elles vont se transformer. Et justement, le patrimoine n'est pas simplement là pour être préservé, il est là aussi pour être exploité, pour être compris, pour être interprété. Et c'est justement, je crois, un enjeu considérable qui est celui des humanités numériques. Comment faire pour utiliser les potentialités offertes par le numérique pour accéder à une nouvelle façon de comprendre ces données du passé. Alors c'est exactement ce que moi j'ai fait pendant quelques années avec différents laboratoires. D'abord parce que j'avais des contacts avec l'Institut des textes et des écrivains modernes, ça s'appelait l'ITEM, et c'est un institut qui travaille sur les brouillons d'auteurs. J'avais développé avec eux un petit logiciel qui faisait de l'alignement de textes unilingues. Et quel était le but? C'était de prendre différentes versions d'œuvres d'auteurs et de voir comment elles étaient transformées dans le temps, qui donnait une idée du travail d'écriture. Et c'est vraiment passionnant, parce que tout d'un coup, on voit vivre le texte diachroniquement. C'est-à-dire que nous accédons, nous, en tant que lecteurs, à la version finale, mais justement, pour mieux comprendre la version finale, quelquefois, il faut connaître les versions antérieures pour savoir quelles ont été les strates d'écriture, quels sont les différents sens que l'écrivain a mis à l'intérieur de son écrit. Vous voyez que là, le numérique nous offre une potentialité extraordinaire. On peut le faire à la main, d'ailleurs, il le faisait à la main, mais bien sûr, il le faisait sur 10 lignes ou sur 20 lignes, tandis que là, on peut le faire sur des textes entiers, on peut même faire des statistiques. Par exemple, un auteur suisse, Ramuse, qui donc a écrit plusieurs fois ses romans à pas mal d'années d'intervalle, qui les a publiés en France et en Suisse, et donc on peut voir l'évolution de sa langue, et en particulier sur les mêmes romans. Il a mis des barbarismes, plus exactement, des helvétismes à l'intérieur de son texte, et c'est quelque chose, bien sûr, qui est tout à fait révélateur d'une évolution de la pensée de cet auteur. Donc ça, c'est une première chose que j'ai faite. Et puis une deuxième chose, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle l'intertextualité. Alors c'est l'idée qu'il y a des influences mutuelles, que les auteurs s'inspirent les uns des autres, soit consciemment, soit inconsciemment. Éventuellement, ils citent leurs amis. Par exemple, Théophile Gautier, ou plus exactement, Balzac citait beaucoup Théophile Gautier, il le reprenait. Mais il y a beaucoup d'autres influences mutuelles, et on peut repérer cela automatiquement. On peut repérer aussi les citations. Et c'est ce que l'on a fait avec des outils que j'ai développés dans le cadre du LabEx Hopville, laboratoire d'excellence Hopville. Et puis ensuite, j'ai continué, comme il y a d'énormes quantités de réutilisation, mais on peut utiliser la théorie des graphes, donc c'est une théorie mathématique pour essayer de représenter toutes ces influences. Et puis, encore d'autres techniques avec des moteurs sémantiques qu'on utilisait, par exemple, pour repérer des anecdotes, pour essayer de les suivre. On a travaillé, entre autres, sur Molière, et les historiens de Molière ont repris des histoires autour de la vie de Molière qu'ils ont amplifiées. Par exemple, on nous dit que sa femme le rendait très infidèle, qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. Alors, les historiens qui connaissent très bien se disent, en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'à l'époque, la différence d'âge entre
Molière et sa femme n'étaient pas si importantes que cela, et on pense que ce sont des histoires qui ont été imaginées après. On essaie de les tracer avec ces outils. Voilà. Tout ça pour dire donc que la représentation numérique du patrimoine nous aide à mieux comprendre le patrimoine, à l'interpréter. Et puis le dernier point, c'est l'accès. Et là encore, je crois que le numérique nous donne des capacités considérables d'accès au patrimoine. Il y a très longtemps, j'avais travaillé sur l'accès par le contenu dans des bases de données musicales. On était capable de chanter ou de siffler et on trouvait exactement la musique correspondante. Ça, c'était avant Shazam. Et bon, j'aurais peut-être dû, j'aurais été très riche si on avait fait une application, mais bon, on était universitaire, on n'avait aucune envie. Il y avait plein. À l'époque, c'était le boom de la économie. On avait énormément d'investisseurs qui voulaient qu'on monte une entreprise. On ne l'a pas faite avec mes étudiants. Mais on travaille aussi, bien sûr, sur les images. Je pense que vous allez nous en parler. Mais on fait de l'accès par les contenus sur les bases de données images, sur les bases de données vidéo. Par exemple, essayer de retrouver le visage de tel acteur et telle actrice. Donc tout ça, ce sont des questions extrêmement intéressantes. Alors pour terminer, je trouve que c'est un champ de recherche qui est passionnant. Alors comme je suis le président de la table ronde, je vais être obligé de me censurer, mais je pourrais parler extrêmement longtemps. Mais j'espère qu'on va en reparler après. Et j'invite bien sûr tous les auditeurs à nous recontacter après pour en reparler. Mais je crois que, pour terminer, je suis spécialiste d'intelligence artificielle. Étymologiquement, l'intelligence, quelquefois, on a vu, certains donnent cette étymologie qui est peut-être discutable, interlegere. Legere, c'est lier ensemble et lier des choses ensemble. Et je crois que l'intérêt de l'utilisation des machines, c'est que ça peut aider à faire des liens entre des choses différentes. Donc il ne s'agit pas d'automatiser l'interprétation, mais il s'agit au contraire de l'accompagner et de suggérer de nouvelles pistes de recherche. Et je crois que c'est un enjeu passionnant pour l'intelligence. Donc l'intelligence artificielle, j'insiste, ce n'est pas d'automatiser l'activité humaine, mais au contraire, c'est de permettre de l'augmenter dans des proportions vraiment considérables. Alors je vais m'arrêter tout de suite et je vais donner la parole à mes différents co-panélistes, en commençant par Marion Boudon-Machuel, alors qui, comme ils travaillent tous sur des images, moi je travaille sur des textes, j'aurais eu des choses à montrer, mais c'est beaucoup moins intéressant. Sur les images, c'est indispensable. Et donc, ils vont nous présenter ici des images. Marion, c'est à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. On va lancer aussi les images. Alors, moi, j'étais vraiment intéressée de participer à cette table ronde dans la mesure où je travaille sur des images qui sont par excellence des images de mémoire, puisque je suis spécialiste de la sculpture du XVIe siècle, ça remonte. Donc, je travaille sur des objets qui sont par définition porteurs de mémoire, et je vais le rappeler à plusieurs titres. Mais aussi parce que, grâce à Gilles, depuis 2014, j'ai plongé dans le grand bain du numérique et j'ai travaillé ces images et l'apport du numérique à la sculpture pour réfléchir à ce que le numérique pouvait apporter à la fois à l'étude et à la compréhension de ces images et donc aussi à leur statut d'objet de mémoire. Comme vous le voyez ici, que ce soit des statues, des groupes sculptés ou un tombeau en bas à droite, l'œuvre d'art et la sculpture qui est ma spécialité de recherche est un objet de mémoire, d'abord de mémoire de son temps. On parle d'œuvres d'art, mais c'était surtout au XVIe siècle d'abord des objets de dévotion, avec un rôle très précis qui relève de l'histoire religieuse. Donc les œuvres que l'on étudie portent ce souvenir-là. Elles portent aussi le souvenir de leur réalisation, qui ouvre le grand champ de l'histoire de l'art, des modèles utilisés, de la technique déployée par les artistes. Donc l'étude de ces œuvres permet d'accéder à cette connaissance-là et donc à cette mémoire en partie perdue dont elles témoignent. Et puis, ces œuvres, plus largement, relèvent de l'histoire économique, sociale. On peut penser par exemple aux commanditaires qui ont commandé ces œuvres, aux artistes qui les ont réalisées,
au coût même des œuvres. Donc vous voyez qu'à partir d'une sculpture, il y a beaucoup à dire sur l'histoire religieuse, l'histoire sociale, l'histoire économique et évidemment aussi sur l'histoire de l'art. En 2014, donc, comme je le mentionnais, avec Gilles Venturini, on a pu conduire un projet financé par la région sur des œuvres, des sculptures de la Renaissance qui font partie du patrimoine de la région Centre. Alors quand je dis patrimoine, ça recouvre tout ce que je viens de dire sur cette affaire de mémoire du XVIe siècle, mais il faut aussi penser que c'est des œuvres qui ont traversé les siècles. Donc qui nous rapportent une mémoire du XVIe siècle, mais aussi une mémoire du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe jusqu'à aujourd'hui. Elles ont survécu aux guerres de religion, elles ont survécu à la Révolution française, aux guerres mondiales, elles sont passées dans le temps, et donc elles portent aussi cette mémoire d'un temps continu, jusqu'à aujourd'hui avec des œuvres que l'on traite, et c'était l'intérêt de ce projet, avec une numérisation 3D. Et le but du projet Sculpture 3D monté en 2014 était de comprendre ce que la 3D peut apporter à l'étude d'une sculpture de la Renaissance. Qu'est-ce que ça permet de comprendre en plus? Qu'est-ce que ça permet d'apporter comme outil en plus par rapport aux outils traditionnels d'un historien de l'art? Et voir qu'est-ce que ça permet d'enclencher comme augmentation de mémoire pour la chercheuse que je suis et puis pour le public qui réfléchit sur et apprend aussi à connaître ces objets. 2014 et puis plus récemment un autre projet en 2018 qui dure encore, qui est un projet, vous le voyez sur la droite de l'écran, qu'on appelle Chartres, hein, cœur d'art et d'histoire, cœur d'art et de restitution 3D, avec cette énorme barrière de plusieurs mètres de long, avec des grands groupes sculptés placés dans cette structure. Un tour de cœur qui est Renaissance à l'extérieur, mais qui a été modifié à l'intérieur. Et donc la 3D, dans le cadre de ce projet, permet de le restituer comme il était entre le moment au XVIe siècle où il a été réalisé et puis les modifications apportées au XVIIIe siècle. Alors, forte de ces expériences, je vais vous montrer, avec juste pour lancer aussi le débat, quelques images, en quoi est-ce que l'utilisation de la 3D permet de modifier la connaissance et donc la mémoire que l'on peut avoir de ces objets. Vous voyez ici une sculpture qui fait partie de ces grandes scènes du Tour de cœur de Chartres et que, grâce à la restauration, on a pu étudier et scanner en 3D. Et vous voyez ici le double virtuel de cette sculpture. Un double virtuel que les spécialistes peuvent manipuler sur l'ordinateur, peuvent aussi imprimer pour l'étudier. Et là, vous le voyez qu'il y a tout de suite un objet très nouveau pour l'historien de l'art, d'un élément que l'on peut avoir chez soi, évidemment réduit en dimension, que l'on peut étudier sous tous les angles, qui vient renforcer la mémoire que l'on a en général traditionnellement plutôt avec des photographies, même si on essaye de les prendre sous tous les angles. D'autant plus ici que cette sculpture que vous voyez, elle fait partie d'un groupe sculpté à distance, on n'y a pas accès, même quand on fait moi c'est mon objet d'étude, donc je suis obligée de regarder cette sculpture du bas de la niche. Le fait que Gilles et ses équipes aient pu la scanner en 3D, j'en ai maintenant un double virtuel qui me permet de continuer à travailler dessus de façon beaucoup plus rapprochée. Ça me permet aussi de travailler avec d'autres spécialistes de sculpture à travers le monde en leur envoyant ce double numérique qui permet d'être rapproché de sculptures qui peuvent être dans des collections à New York ou à Saint-Pétersbourg, qui permettent donc de faire des rapprochements stylistiques, de comparer avec d'autres œuvres. Donc c'est tout d'un coup un outil qui ouvre un champ énorme à la sculpture, qui a beaucoup été utilisé en histoire de l'art, par exemple dans le domaine de l'architecture ou de l'archéologie, mais qui est relativement nouveau comme outil d'étude pour les spécialistes de sculpture. Un autre outil de 3D, qu'on appelle une tomographie, donne aussi accès de façon très profonde à certains types de sculptures. Je vous montre ici
une Vierge à l'enfant sur laquelle on a travaillé dans le cadre du projet Sculpture 3D, qui est une terre cuite. Elle a été passée dans cet appareil, vous voyez un peu ce grand anneau qui permet de la scanner en 3D, non seulement de façon surfacique, c'est-à-dire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que les terres cuites sont des œuvres creusées et évidées à l'intérieur, mais aussi de saisir la densité de l'œuvre. Et vous voyez qu'il y a notamment au milieu une image un peu étrange, où on voit une partie latérale de la Vierge, le dos de l'enfant qu'elle porte, et puis ces trous noirs qui sont en fait des trous de densité, c'est du vide qui apparaît en noir. Et puis, dans les parties plus pleines, vous voyez des petits réseaux. C'est dans la terre cuite des parties qui ont été, à travers lesquelles il y a des fissures, soit dû au temps, soit dû, quand on a réalisé l'œuvre, à une question de pression de la terre. Vous voyez aussi dans la partie droite de la Vierge à l'enfant, qui a été ce qu'on appelle croppée dans le vocabulaire informatique, donc coupée virtuellement. On voit apparaître un cercle dans la tête de la Vierge. Donc on s'est interrogé sur tout ça avec un accès fantastique pour nous à une réalité en 3 dimensions de l'œuvre à laquelle on n'a pas du tout accès avec les outils traditionnels de l'histoire de l'art. Et ça a permis non seulement en analysant ces traces intérieures à l'œuvre, de comprendre comment elle a été réalisée, en tout cas d'en savoir plus dans sa réalisation au XVIe siècle, mais de comprendre aussi comment, et là je rattrape tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ces objets d'art porteurs de mémoire, comment est-ce qu'elle a résisté au temps, parce que c'est une sculpture, quand on la voit, elle a l'air, vous pouvez aller la voir au château de Blois, elle a l'air en pleine... tout à fait normale, et en fait elle a été cassée, elle a été restaurée, et dans le bas de l'image, vous voyez des images qui portent témoignage de cette restauration, avec des agrafes métalliques, avec du plâtre. Là encore, outil nouveau, vraiment nouveau pour l'étude de la sculpture. Et puis, dans cette analyse que l'on fait dans le cadre de ces projets, on travaille aussi avec les informaticiens à valoriser ces données informatiques. Je reviens au Tour de Cœur de Chartres, sur lequel il y a énormément de données d'histoire de l'art, notamment récentes, parce que le Tour de Cœur est en phase finale de restauration. On peut créer, grâce à l'informatique, des univers en 3 dimensions, comme du Google Street View, avec des points d'intérêt. Et donc, ça permet de placer sur l'objet des éléments d'analyse, de connaissance de l'objet, que ce soit iconographique, matériel, historique. Et donc, pour le visiteur, c'est passionnant parce que c'est plus lire des livres ou des articles un peu difficiles qui nous disent là, il y a ça, puis après, il faut le reconstituer mentalement. Ça permet, sur un double virtuel, dans un environnement 3D donc, qui nous replace dans une réalité, d'avoir des accès directs à cette connaissance. Et évidemment, tout ce que l'on crée dans le cadre de ces projets de recherche vise dans une certaine manière, à retrouver aussi des états historiques. Et je vous montre ici des images absolument inédites, parce qu'on est en train de travailler sur cet objet. Cet immense Tour de Cœur de Chartres, on le restitue avec une équipe Pentacle Production, on le restitue tel qu'il était à la Renaissance. Et là, vous voyez les premières, à la fois des objets intermédiaires et la réalisation de ce Tour de Cœur, qui va beaucoup apporter à l'historien de l'art, parce qu'on est dans un état en 3 dimensions qui permet de réfléchir complètement autrement notre objet. Donc c'est vraiment, on repousse les limites de la connaissance et on acquiert une mémoire, j'ose pas dire augmentée parce que je sais que c'est pas tout à fait ça, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on apporte. Tout ça, c'est pour les scientifiques, mais c'est aussi pour le grand public. Je vous montre des exemples pour finir de ce que l'on a pu faire dans le cadre de ces projets. Grâce à la 3D, on a imprimé des œuvres en 3D. Ça permet à des aveugles de les toucher, mais ça permet aussi à des voyants comme nous de les toucher, puisqu'on n'a pas le droit de toucher des sculptures, ça les abîme. Là, avec le double, on peut les manipuler. Et donc, mais ça c'est peut-être pour relancer la conversation après et nos échanges, ça serait intéressant aussi dans le temps de voir comment le cerveau d'un historien de l'art va évoluer grâce à la possibilité de toucher une œuvre et de la réfléchir avec le toucher et plus seulement avec les yeux, dans sa qualité qui était jusqu'alors uniquement haptique. Et puis ça permet aussi, comme vous le voyez dans l'exemple inférieur, d'ouvrir une œuvre en deux,
Évidemment, ça ne se fait pas avec une sculpture. La sculpture de bois, on n'allait pas la couper en deux, l'ouvrir. On a pu la scanner, je vous l'ai dit, grâce à une tomographie. Ben là, on en a un double, on l'ouvre et ça permet de comprendre pour l'historien, mais aussi pour le grand public, comment est-ce que la sculpture est faite à l'intérieur et toutes les questions que ça pose. Voilà, je pourrais aussi vous en parler des heures, mais je passe la parole et on verra ensuite avec les questions pour creuser certains éléments. Merci beaucoup Marion, c'est vraiment passionnant. Ce que ça montre, c'est que c'est vraiment en phase avec ce que j'ai exposé, et je ne l'avais pas réalisé à ce point, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de présenter les choses, mais il s'agit aussi de mieux les comprendre, et de les comprendre d'une façon qui n'aurait pas été possible sans les technologies actuelles. Et je crois que c'est vraiment ça. Je crois qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que la mémoire, c'est pas inerte. La mémoire, vraiment, ça se transforme. On voit que les objets eux-mêmes se transforment d'ailleurs, et notre compréhension de cette transformation des objets elle-même est possible vraiment grâce aux technologies actuelles. Vas-y, Gilles, à toi de parler, parce que toi, tu vas nous parler des aspects plus techniques, je suppose, qui sont derrière toutes ces possibilités qui viennent de nous être décrites aujourd'hui. Voilà, merci. Donc, moi, j'ai fait le choix de vous faire une présentation un petit peu technologique. Et à la fin, comme je suis enseignant-chercheur, je suis aussi enseignant, je vais vous donner un petit peu de travail, un petit peu de TP à faire quand vous allez rentrer à la maison. Alors, l'idée de ce que je vais vous présenter, c'est le sous-titre que vous voyez, copier-coller, enregistrer sous. Ça, c'est une opération que vous êtes habitué à faire sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Est-ce qu'on peut faire ça avec une œuvre ? Je vais essayer de vous montrer sur un exemple et puis aussi de vous illustrer de manière très pratique en fait, les limitations en fait, aussi qu'il y a, au moins d'un point de vue technique, mais même si vous avez bien compris avec l'exposé de Marion que ça ouvre tout un ensemble de possibilités. Alors, de premier abord, oui, on peut copier-coller une œuvre. Et ce que je vous montre là, en fait, c'est une réalisation qui vient de l'École des Beaux-Arts à Tours, à quelques pas d'ici. En allant les voir, ils m'ont montré comment est-ce qu'ils faisaient pour faire un double d'un objet. Donc ça, c'est une biface. Donc ils ont voulu exposer, je pense, un double de l'objet pour des raisons certainement techniques. Peut-être que ce n'était pas possible de mettre l'original. Et donc ils ont fait ce double. Alors vous voyez, ils font un moule en silicone. Là, c'est la partie blanche que vous voyez. Donc le silicone, il est liquide. Il vient coller à l'objet et donc il épouse ses moindres formes. Alors je vous dis ça parce qu'évidemment, ils vont annoncer une précision de 5 microns pour la copie de cet objet. Donc 5 microns, c'est vraiment une précision colossale. Vous allez voir, on en est loin encore avec les outils numériques, mais on va s'en rapprocher. Donc ils font un moule et ensuite ils fabriquent une résine avec une couleur qui s'approche de celle de l'objet. Ils la coulent à l'intérieur du moule. Donc à nouveau un élément liquide qui vient épouser toute la forme du moule. Et puis après, il y a des personnes, des restaurateurs d'art, des spécialistes qui viennent repeindre l'objet pour lui donner l'aspect réel. Alors évidemment, donc on peut faire ça. Ça a des limitations. Alors c'est vrai que je suis peut-être un peu jugé parti, peut-être mal placé pour en parler. Évidemment, on ne peut pas faire ça sur une cathédrale. On ne peut pas faire ça sur un certain nombre d'objets. On ne peut pas modifier la taille de l'objet. On fait une copie à l'échelle 1 avec cette méthode. Et donc, je vais vous montrer un peu avec des outils numériques comment est-ce qu'on arrive à faire la même chose. Alors j'ai choisi cette œuvre-là, le monument de Balzac de Rodin, parce qu'il y en avait un exemplaire au musée des Beaux-Arts à Tours, et puis tout simplement, les scientifiques ne sont pas toujours des bons communicants, donc c'est une des œuvres pour lesquelles on a fait des photos du processus du début jusqu'à la fin. Et toutes les œuvres qu'on a faites avec Marion, qu'on a étudiées, on n'a pas tout forcément systématiquement ce processus, donc voilà aussi pourquoi je l'ai choisi. Donc c'était une exposition au musée des Beaux-Arts. Cette copie numérique, elle a été réalisée par mes collègues et puis aussi une restauratrice d'art, vous allez voir. Et comment est-ce que ça commence ? Eh bien voilà, on commence par scanner, comme on dit, pour reprendre aussi les termes du métier. On commence par scanner en 3D l'objet. Alors scanner en 3D, ça veut dire passer ce scanner numérique là, optique qui vaut quelques dizaines de milliers d'euros, donc qui n'est pas accessible à tout le monde. Et ce scanner, si vous voulez, il vient projeter une grille lumineuse sur l'objet, il vient analyser les déformations de cette grille avec des caméras et il en déduit, si vous voulez, la forme de la surface à cet endroit-là. Alors il y a d'autres technologies, je vous en livre une, mais on peut aussi, il y a des scanners laser, etc. Donc, on passe tout autour de l'objet, l'objet est fixe, donc là, vous voyez, c'était donc cet exemplaire en bronze. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on obtient ce qu'on appelle un mesh, en anglais, un maillage. Et ce maillage, alors il est coloré, vous allez voir dans les exemples que je vais vous montrer après. Là, j'ai voulu vraiment vous montrer le maillage. Alors, si vous avez une bonne résolution sur l'écran, vous voyez, c'est plein de petits points qui sont reliés par des arcs, par des traits. Et c'est comme, si vous voulez, si on prenait un grillage et qu'on venait
plaquer ce grillage sur l'œuvre et ensuite on vient donc récupérer le grillage. Donc ce mesh, eh bien, le voici. Alors donc là, je vous montre un autre exemple avec les œuvres dont on a pu acquérir en 3D dans les travaux avec Marion notamment. Là, vous voyez, c'est coloré, vous voyez le modèle 3D final. Alors évidemment, il y a des moments où ça ne se passe pas toujours bien à l'acquisition 3D. C'est pas aussi simple que de faire une photo, même si un photographe vous dirait que pour un amateur c'est simple, mais pour un professionnel ça peut être plus difficile, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ignore aussi sur la photo quand on est amateur. Et donc là, c'est un peu la même chose. Vous voyez par exemple les drapés sous les bras des œuvres, des statues, eh bien, il y a un trou en profondeur. Le scanner ne va pas forcément jusqu'au fond. Et là, donc la surface n'est pas toujours régulière, il faut l'éditer, il faut la retravailler. Alors là, on fait des choses que les historiens de l'art n'aiment pas trop, parce qu'on vient combler du vide à un endroit où finalement le scanner n'a pas pu passer, et donc on est obligé, alors on ne fait pas de la science-fiction, on essaie quand même de retrouver la surface d'origine et de le faire du mieux possible. Mais voilà, donc c'est quand même une opération qui nécessite de la technicité et du savoir-faire. Alors revenons sur notre Balzac. Donc voilà la surface une fois qu'elle a été retraitée. Alors vous allez me dire, tiens, celle-là, elle n'est pas noire comme l'original. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la couleur? Alors je vais vous montrer. Parce que la couleur, ça va poser un problème. Alors, une fois qu'on a cette surface, eh bien, on va essayer de l'imprimer en 3D. Alors là, je vous montre un procédé d'impression 3D. Donc là aussi, c'est une grosse machine qui est dont le prix est hors de portée du commun des mortels, si j'ose dire. Et alors cette machine, comment est-ce qu'elle fonctionne? Vous voyez une espèce de bac avec de la poudre là au milieu. C'est un plateau en fait qui peut monter, descendre. Donc c'est une machine qui en fait dépose un lit de plâtre, de poudre très fine. Elle a une tête de lecture comme une imprimante. Elle vient déposer de la colle et en même temps que de la colle, elle pose aussi de l'encre. C'est une machine qui a un système de jet d'encre et donc elle peut poser de la couleur avec cette encre. Ensuite, le plateau descend, il descend de 100 microns et elle remet une deuxième couche et elle recommence. Et ce qui fait qu'en fait, avec ce procédé, si vous voulez, vous avez des parties qui vont se solidifier et puis des parties qui vont rester de la poudre non collée. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous récupérez un bac plein de poudre avec des parties qui ont durci, qui représentent l'œuvre que vous voulez imprimer. Donc, vous passez l'aspirateur, vous enlevez la poudre qui est autour. Donc là, vous réobtenez votre œuvre. Mon collègue Damien, donc, qui est expert maintenant là-dedans, vous le voyez en train de nettoyer, d'enlever le surplus de poudre autour de l'œuvre. Voilà. Ensuite, on peut passer éventuellement un durcisseur, donc une opération un peu chimique, pour donner de la résistance à l'objet. Et puis on arrive sur cet objet, alors vous le voyez, il est en deux parties. Alors il est en deux parties parce qu'en fait la machine, même si elle vaut cher, elle imprime sur une zone de 30 cm par 30 cm, si vous voulez. Donc on ne peut pas copier des objets vraiment immenses avec ce procédé-là. Alors on aurait pu l'imprimer en couleur, comme je le disais, mais sur la couleur, on a eu quelques difficultés. Donc je vous les illustre avec ces petits essais et puis des petites photos qu'on a retrouvées. Donc là, vous reconnaissez peut-être la tête de cette statue, la Vierge, qui est au château de Blois. Donc on a fait différents essais de couleurs. Alors vous savez, en informatique, il y a un processus qui s'appelle la calibration de couleurs, qui consiste à faire en sorte qu'il y ait un appareil qui visualise des images ou qui imprime, calibre ces couleurs, c'est-à-dire qu'elles sont normalisées. C'est très important en médecine. Quand vous visualisez une image médicale sur deux écrans différents, il faut que les couleurs apparaissent de la même manière à l'opérateur. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que la technologie n'est pas au point de ce point de vue-là. Vous voyez la petite palette d'essais à droite. Ça a été très compliqué de retrouver les bonnes couleurs. Donc, du coup, pour notre Balzac, on a fait appel un peu à une restauratrice, comme pour l'objet que je vous avais montré, la biface au début. Et puis aussi, il y avait cet aspect brillant en fait dans le noir qui fait qu'on n'aurait pas réussi à retrouver cet aspect-là. Et donc cette restauratrice, elle est allée devant l'objet, elle a retravaillé, voilà. Et puis à la fin, vous voyez ce que ça donne. C'est quand même un résultat qui est saisissant, à la fois en termes de surface et puis aussi la forme de l'objet qui était extrêmement fidèle. Alors, pour faire le point sur cette technologie, vous voyez, on n'est pas à 5 microns, voilà. On est plutôt à 200 microns. Donc il y a encore des gros progrès à faire sur cette technologie. Mais il faut penser que, souvenez-vous, il y a 10 ans, il y a 20 ans, les appareils photo numériques n'étaient pas encore sur
le point de supplanter les argentiques, alors qu'aujourd'hui ils le sont. Donc la technologie va avancer, et donc on va arriver petit à petit à quelque chose qui nous permettra de copier vraiment beaucoup plus facilement un objet d'intérêt. Alors maintenant, la partie travaux pratiques que je vous propose. Si vous avez des objets 3D, ça peut être un bâtiment pas trop grand, ça peut être un tout petit objet chez vous, dans une église, sur un lieu de patrimoine, eh bien, sachez que vous pouvez en faire un modèle 3D de manière assez simple, avec une technologie qui s'appelle la photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie, voilà un petit peu comment ça marche. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez toutes les photos que j'ai pu prendre du tombeau des enfants de Charles VIII, qui est à la cathédrale de Tours. Alors évidemment, si vous y allez, vous ne pourrez pas le faire directement parce qu'il y a une grille autour. Donc moi, j'ai eu des passes droits, j'ai eu le droit de rentrer à l'intérieur. Donc j'ai pris toutes les photos. Donc vous prenez une cinquantaine de photos de votre objet, et une fois que vous avez fait ça, alors il faut pas que l'objet bouge, ça ne peut pas être un objet déformable non plus, c'est vous qui tournez un peu autour de l'objet, vous essayez de garder une focale fixe sur votre téléphone, donc vous ne faites pas de zoom, et après vous mettez ces photos dans un logiciel de photogrammétrie qui va reconstruire en fait le modèle 3D. Et donc je vous en livre quelques-uns, et ce modèle va détecter des points communs dans l'image, estimer les positions relatives de l'appareil photo par rapport à l'objet, et ensuite il va reconstruire le modèle. Et ce que vous avez au centre, c'est pas une photo du tombeau, c'est le vrai modèle 3D. Vous pouvez le voir parce que la partie qui est en bas du socle, c'est un peu du n'importe quoi. Là, il aurait fallu l'enlever. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment le modèle 3D qui a une très bonne qualité photo. Évidemment, c'est moins précis que le scanner parce qu'on en a quand même un peu pour son argent. Mais là, ça ne vous coûtera rien de faire ça. Et la dernière étape, eh bien, écoutez, ce que vous avez à droite, c'est ce fameux tombeau imprimé en tout petit sur notre imprimante qui travaille avec de la poudre, mais vous pouvez aussi l'imprimer, vous voyez, avec une imprimante plastique, et si le cœur vous en dit, vous pouvez essayer de remettre de la couleur dessus. Donc n'hésitez pas, faites le test. Voilà, je vous remercie pour le moment. Merci Gilles pour cet exposé extrêmement précis. J'ai une petite question, parce que tu nous as dit, lorsque tu nous as présenté le BILAM, que tu ne pouvais faire qu'une reproduction à l'échelle 1. Mais justement, ici, tu peux modifier les échelles comme tu le souhaites. On a, je crois, cette possibilité étonnante avec le numérique de pouvoir faire des cartes 1-1. Vous savez que c'est une vieille idée qu'on trouve chez Borges, par exemple, mais qu'on trouve aussi chez Lewis Carroll. C'est l'idée d'avoir une carte qui soit tellement fidèle qu'à chaque élément, on trouve une répliquée. Bien sûr, à la fois chez Borges et chez Carroll et chez d'autres, le problème que ça pose, c'est que la carte serait encombrante. Je crois que c'est Carroll qui dit qu'on a fait une carte à 1, puis ensuite les agriculteurs n'étaient pas contents parce que ça couvrait toutes les terres cultivables. Mais ici, on peut vraiment faire ce qu'on veut de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Incroyable. Alors les gens qui font des copies d'œuvres par les méthodes traditionnelles, Marion, je ne me souviens plus le nom de cet immense appareil qui a une forme de compas là, et qui permet de diminuer de resculpter une œuvre, d'en faire une copie à une échelle plus petite, mais ça reste quand même très spécifique. Mais c'est vrai qu'avec le numérique, on peut changer l'échelle. On peut aussi, je me souviens sur ce tombeau, les angelots qui sont dessus n'ont pas toujours eu cette position. Il y a à certains moments, ils étaient tournés. Si je ne me trompe pas, je me tourne vers le spécialiste qui dit oui, donc ça va. Et donc on peut aussi recréer un état, effectivement, comme Marion l'a montré, un état antérieur de l'objet, notamment. Et puis, tiens, j'aurais pu vous la montrer aussi. On peut, parce qu'on a aussi un petit peu on a lu aussi des travaux des restaurateurs qui ont démonté ce tombeau. Et donc, on a fait aussi des animations sur cet objet. On a fait des animations 3D pour montrer comment il était fait à l'intérieur. Et on s'est amusé aussi, vous voyez, la relation avec le public. On s'est amusé aussi à faire un puzzle, en fait, un puzzle en 3D avec des petits aimants à l'intérieur. Et on s'en est pas servi, mais on aurait pu aussi un jour imaginer mettre dans un musée ce puzzle et laisser les enfants s'amuser avec pour reconstruire le tombeau, par exemple. Oui, il y a des tas de choses, tas de possibilités. Merci beaucoup, Gilles. Je propose maintenant à Jean-Yves Ramel de nous faire une présentation. Ah voilà, c'est ça, une présentation de l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, on pourra avoir un petit échange entre nous. Oui, donc merci de me donner la parole. Et donc, moi, je vais faire un petit parallèle avec tout ce qui s'est dit sur une autre problématique des humanités numériques. Donc, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de numérisation d'œuvres 3D, de statues. Et donc, moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait aussi en collaboration entre le laboratoire d'informatique de Tours
et toujours le CESR, donc le Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, dans lequel travaille aussi Marion. Mais cette fois-ci, on va parler en fait de numérisation et de mise en valeur du patrimoine écrit. Et puisque moi aussi je suis informaticien, on ira un petit peu après dans la technique des algorithmes d'intelligence artificielle utilisables pour aider justement les historiens à mieux valoriser et comprendre, étudier les ouvrages anciens. Et ça permettra aussi peut-être d'ouvrir d'autres questions sur la table ronde, puisque un de mes objectifs, un petit peu quand je parle d'intelligence artificielle, c'est de démystifier un petit peu ce qu'on entend actuellement et de montrer que l'intelligence artificielle est encore loin de l'intelligence humaine. Donc, je vais revenir aussi sur tout ce qui a déjà été un peu mentionné. Donc, la première chose quand on veut traiter d'ouvrages anciens, numériser des ouvrages anciens, c'est à nouveau de les photographier. Donc là, on parle à nouveau de scanner ou de numériser, de photographier les documents. Et donc la première étape, c'est de prendre en photo les livres anciens, chacune des pages, page par page. Et donc là, il se pose déjà plein de questions sur la résolution qu'il faut utiliser pour avoir une précision suffisante après pour pouvoir lancer des algorithmes d'intelligence artificielle, justement, qui seraient capables de faire à la place de l'humain les tâches rébarbatives et notamment donc la transcription du texte et pourquoi pas d'autres tâches aussi comme l'indexation automatique des parties non textuelles, les illustrations graphiques, les lettrines, etc., etc. Et donc je vais vous montrer un petit peu dans le cadre, en prenant l'exemple d'une collaboration donc avec le Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, de ce que l'on peut faire de manière automatique et ce qui reste toujours un peu manuel. L'idée principale justement de mon exposé, c'est aussi de revenir et de confirmer ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Gabriel sur le fait que pour nous, je pense tous ici autour de cette table, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'expert humain historien, mais vraiment pour lui venir en aide et l'aider à interpréter plus simplement les contenus grâce à un double virtuel du contenu. Et donc, pour les ouvrages écrits anciens, c'est la même chose. L'idée de la numérisation, c'est de simplifier leur étude en lançant des algorithmes qui vont faire les tâches rébarbatives pour laisser plus de temps aux historiens pour les tâches complexes. Et donc là, sur ce transparent, vous pouvez voir un petit peu que si on n'a que la version image, que la photo de chacune des pages, on ne peut pas faire grand-chose à part visualiser la page. Si on veut aider l'historien, et donc dans la fouille des textes, on va devoir lancer des algorithmes qui vont extraire chacun des éléments de contenu sur chacune des pages. Donc ça va être l'étape de mise en place, de détection des éléments de contenu, de mise en place des rectangles que vous voyez là autour de chacun des éléments. Et donc il y a des algorithmes d'intelligence artificielle, de traitement d'images qui vont permettre d'automatiser ça. Une fois qu'on a localisé chacun des éléments, à nouveau, on va pouvoir lancer des algorithmes qui vont comparer chacun des éléments, du coup, qui peuvent avoir été extraits au préalable de plein d'ouvrages différents. Et du coup, l'originalité de ce que l'on a fait à Tours, c'est justement de mettre en place un algorithme qui va ne pas chercher tout de suite à faire de la reconnaissance automatique de caractères, mais qui va plutôt juste essayer de regrouper les éléments que l'on a extraits des ouvrages numérisés en fonction de leur similarité et de faire ce que l'on appelle des clusters de formes similaires. C'est ce que j'appelle dans ce transparent l'analyse de la redondance qui existe à l'intérieur des ouvrages anciens, puisque dans les ouvrages anciens, il y a plein de fois le même E qui a été fait peut-être avec le même tampon du même imprimeur qui va apparaître dans plein d'ouvrages. Et donc l'idée de ce que l'on a mis en place à Tours, c'est de créer des outils interactifs dans lesquels l'intelligence artificielle va mettre en place
cette technique de comparaison automatique de formes pour regrouper, comme vous le voyez sur ce transparent, tous les E qui se ressemblent, enfin toutes les formes qui se ressemblent, les caractères, mais aussi les illustrations graphiques, comme les lettrines ou les bandeaux ou les portraits que l'on a au préalable extraits à l'intérieur des images numérisées. Et après, on va pouvoir présenter ces clusters de formes similaires à un spécialiste, à un historien, qui va pouvoir associer à ces différents clusters des métadonnées de description. Et donc, en saisissant une seule fois une description, il va en fait étiqueter, indexer des milliers ou des millions d'occurrences de cette forme qui apparaissaient dans un ouvrage que l'on est en train de traiter ou dans plusieurs ouvrages que l'on est en train de traiter. Voilà l'idée principale des techniques qu'on a mis en place. Et donc, ça a permis de créer différents outils à tour, donc des outils qui permettent d'extraire des imagettes à l'intérieur des documents, puis de comparer ces imagettes pour faire les clusters, mais aussi ensuite de créer des bases d'éléments d'ornement, donc notamment une base qui s'appelle la base Bâtir, qui est disponible actuellement sur le site du CESR, qui recense plus de 20 000 lettrines et plusieurs milliers de portraits qui ont été extraits dans les ouvrages de la Renaissance à l'aide des outils qu'on a mis en place. On a aussi essayé de créer des outils qui permettent de recréer des fontes de caractères, des polices de caractères, en extrayant des modèles de caractères à l'intérieur des ouvrages anciens. Et aussi différents outils qui permettent de faire de l'analyse typographique en se basant sur ce qui a été extrait dans différents ouvrages anciens. Voilà. Un transparent là où j'essaye de vous expliquer un petit peu comment marchent les algorithmes d'intelligence artificielle qui se cachent à l'intérieur de ces outils. Je ne sais pas si on peut... Ouais, on pourra peut-être lancer la vidéo plus tard. Il faudrait cliquer sur la vidéo pour qu'elle se lance. Mais ce que je voulais dire, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle qui essayent de reconnaître automatiquement des formes, des objets ou des caractères, il y en a deux principales catégories, on va dire. Les anciens algorithmes, qui sont plutôt des méthodes mathématiques ou d'analyse statistique, et les algorithmes dont on parle beaucoup actuellement, qui sont les algorithmes à base de réseaux de neurones. Ma petite vidéo, là, elle montre comment fonctionnent les algorithmes actuels qui se basent sur des réseaux de neurones. Et on voit que l'idée, c'est de représenter les objets par des chiffres, des suites de chiffres. Et puis ces suites de chiffres, on va les présenter en entrée d'une boîte noire. Dans cette boîte noire sont présents des neurones artificiels qui sont symbolisés par les cercles que vous voyez là. Ces neurones artificiels sont organisés en couches. Ces neurones sont reliés les uns aux autres par des liaisons. Et le but des algorithmes d'intelligence artificielle, ça va être de créer des connexions entre ces différents neurones pour que, en fonction de ce que l'on met en entrée du réseau de neurones, on active en sortie le bon neurone qui nous dit quel est l'objet qui a été reconnu. Et donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle actuellement, c'est simplement la mise en place de ces boîtes noires qui apprennent à faire le lien entre des valeurs qu'on met en entrée d'une boîte noire et la sortie que l'on aimerait obtenir quand on met en entrée l'objet que l'on a envie de reconnaître. Et la mise en place, la création de ces boîtes noires, elle nécessite des millions et des millions d'exemples que l'on doit présenter à cette boîte noire pour que l'algorithme mette en place les liens correspondants que l'on a envie à l'intérieur des réseaux de neurones pour activer la bonne sortie en fonction de l'image que l'on met en entrée. Donc on peut voir ça comme un petit peu un apprentissage par cœur de qu'est-ce qu'il faut activer dans ma boîte noire, quels sont les réseaux de neurones que je dois activer dans ma boîte noire pour que quand je mets quelque chose en entrée, ce soit la bonne sortie qui s'active. Et du coup, on voit bien que ces algorithmes-là, ils sont vite limités, ils ont pas mal de limites.
parce que vu qu'on a mis en place ces relations entre les réseaux de neurones à l'aide d'une base d'apprentissage qui est fixe, quand on change les données que l'on met en entrée, il y a de grandes chances que ça marche beaucoup moins bien, puisqu'on ne va plus avoir exactement les mêmes activations dans la boîte noire. Et donc, ce genre d'algorithme, il marche que pour des tâches très précises. Et dès que l'on change un petit peu les données d'entrée, il faut relancer tout un mécanisme d'apprentissage des connexions qui sont mises en place à l'intérieur de la boîte noire pour obtenir les bonnes décisions prises de manière via des techniques d'intelligence artificielle. Et donc, sur ce transparent, pour conclure, je note donc les bonnes performances que l'on obtient actuellement avec ces techniques de réseau de neurones artificiels, mais aussi toutes les limites et tous les biais et les problématiques d'éthique qui sont associées à ces algorithmes boîte noire, puisque du coup, on crée un lien entre une entrée et une sortie, mais on est incapable d'expliquer une fausse décision qui serait produite en sortie par ces boîtes noires. Et aussi, les résultats fournis par la boîte noire dépendent énormément des données que l'on a utilisées pour créer les connexions entre les réseaux de neurones artificiels qui sont à l'intérieur de ces boîtes noires. Et donc, en fonction des données que l'on utilise pour créer ces connexions, pour apprendre, on peut créer un biais dans les décisions qui seront prises ensuite par cette boîte noire. Et donc ça peut poser d'énormes questionnements. Et je vais m'arrêter là et on pourra rediscuter de tout ça lors de la partie questions. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui m'a attiré ma curiosité. C'est parce que j'ai vu que vous avez dit que vous avez réussi à catégoriser des caractères et ensuite à en faire l'inventaire. Et ensuite, est-ce que vous avez été en mesure de faire de la transcription des textes à partir de ça ou pas? Parce que c'est quelque chose de très difficile. Et aussi, si vous arrivez à segmenter, parce que l'une des difficultés, c'est de pouvoir avoir ces petits cadres qui couvrent exactement chacun une lettre. Donc, on a produit des outils qui sont opérationnels. Bien sûr, il y a des difficultés. Donc, des difficultés dans la mise en place de ces petites boîtes, comme vous dites. Et aussi, après, des difficultés dans les seuils que l'on va utiliser pour créer tous ces clusters, ces regroupements de formes similaires. Donc, l'outil fonctionne, mais pour aller jusqu'à une transcription complète des ouvrages anciens, c'est difficile d'utiliser ces outils parce qu'on va créer en fait trop de clusters. Donc on a fait plein d'expérimentations avec les collègues du CESR et si on applique cette technique sur un ouvrage complet, à la fin, donc, nos algorithmes d'intelligence artificielle vont nous produire 10 000 clusters. Donc ça veut dire que dans l'ouvrage, l'algorithme a considéré qu'il y avait 10 000 formes différentes. Si on classe ces clusters par taille, les premiers clusters vont comprendre des milliers de formes. Donc je vais avoir extrait des milliers de E dans mon livre. En un clic, je vais pouvoir transcrire tous les E de mon livre. Si j'étiquette les 200 premiers clusters, je vais transcrire 80% de mon texte. Mais pour aller jusqu'à 100%, après, il faut étiqueter les 9 990, les 9800 clusters qui restent, qui sont liés au fait qu'il y a eu des problèmes quand on a positionné les petites boîtes. Je vous remercie. Peut-être pour le public, je voudrais expliquer, puis après je donnerai la parole à Marion qui, je crois, a des questions à poser. Mais pour le public, il faut bien comprendre que aujourd'hui, lorsqu'on a affaire à des textes du XXe siècle, on est capable, à partir d'éditions papier, de faire de la transcription automatique avec ce qu'on appelle d'un horrible anglicisme, de la reconnaissance optique de caractère. On appelle ça de la
OCR. OCR, hein, Optical Character Recognition. Hein, c'est dommage parce qu'en français, en plus, serait ZORI, hein, cette reconnaissance optique caractère, c'est la rocisation, hein, serait peut-être mieux que l'OCR. Mais donc, on est capable de faire ça pour des textes du 20e, du 19e de temps en temps, et encore même du 20e, on peut le faire en période de paix, parce qu'en période de guerre, comme le papier est de mauvaise qualité, on a plus de mal à le faire. Mais lorsqu'on a à faire de la transcription sur des textes du 18e ou du 17e, c'est quelque chose d'impossible. Avant, c'est encore plus difficile. Et donc, les enjeux sont vraiment considérables pour le patrimoine collectif et pour la mémoire de ces textes. Mais je voudrais, Marion, je crois que vous vouliez peut-être réagir sur, et peut-être Gilles aussi. Il y a beaucoup de questions. Moi, ce qui m'intéresserait dans ce travail qui existe depuis quand même un certain temps, c'est aussi, alors toujours l'informatique, là on le voit bien, ça ouvre des champs énormes et passionnants et nourris d'espoir pour creuser mieux et avoir une appréhension démultipliée des objets anciens sur lesquels on travaille. J'aurais voulu peut-être que tu précises, est-ce que avec l'expérience que tu as, un peu de recul dans le temps, les points sur lesquels on voit que le temps numérique est aussi beaucoup plus rapide que le temps du chercheur a permis d'avancer, ce qui est en cours de résolution, ce qui pour l'instant reste encore en point d'interrogation, si c'est quantifiable. Donc c'est vrai ce que j'ai omis de dire peut-être, c'est qu'avec le CESR, on a travaillé beaucoup sur des ouvrages de la Renaissance et du coup des ouvrages imprimés en fait. C'était le début de l'imprimerie et donc c'était pas du manuscrit. Et du coup, la difficulté est encore plus amplifiée lorsqu'il s'agit d'ouvrages anciens qui contiennent des textes manuscrits. Là, dans ce projet-là, dans ces projets qu'on a fait à Tours, on avait la chance donc de travailler sur des textes imprimés et donc la segmentation, ce qu'on appelle la segmentation des éléments de contenu, des caractères, le positionnement des boîtes autour des éléments que l'on veut indexer est assez facile. Quand on traite des documents fortement dégradés qui en plus sont des manuscrits dans lesquels les lignes de texte ne sont pas forcément horizontales, il y a parfois des annotations qui ont été ajoutées, et là ça devient très compliqué. Et donc pour l'instant, on n'a pas d'outils d'intelligence artificielle efficaces sur ce genre d'ouvrage. Pour faire de la transcription, en tout cas, on peut faire de la recherche par le contenu, justement, comme l'expliquait Jean-Gabriel, et du coup rechercher un mot spécifique dans des ouvrages manuscrits, mais faire de la transcription, on n'y arrive toujours pas quand il s'agit de manuscrits. Et je vais rajouter une originalité un petit peu de ce qu'on avait fait à Tours, c'est que souvent dans la transcription ou l'analyse des documents écrits patrimoniaux, je trouve qu'on se focalise trop sur le texte en fait, et pas assez sur les éléments graphiques très nombreux qui se trouvent dans les ouvrages anciens. Et donc dans cette collaboration, moi j'ai été très content que nos outils servent non seulement sur le texte, mais aussi sur les lettrines, les bandeaux et toutes les illustrations non textuelles qu'on trouve dans les documents anciens. Et ça a permis des belles avancées inattendues au départ par les collègues historiens. Merci beaucoup. Marion, vous aviez d'autres questions, non? Gilles, tu avais d'autres questions? Bon, je crois qu'on arrive vraiment au moment où on peut prendre des questions de la salle, s'il y en a, ou des questions des internautes. Merci. Vous m'entendez? Oui. En introduction de la conférence, vous avez évoqué la problématique des codecs qui pouvaient, avec le temps, disparaître et donc qui pouvaient générer la disparition d'œuvres. Comment est-ce qu'on peut corriger ce problème-là? Est-ce qu'il faut imposer des codecs libres aux éditeurs? Est-ce qu'il faut créer une sorte de plateforme qui garderait en mémoire justement les outils et les codecs pour permettre de relire dans 10 ans, 20 ans des vidéos, des photos? Vous en pensez quoi?
Ouais, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une question majeure pour le patrimoine que nous allons laisser. C'est-à-dire, d'une part, avoir des supports qui soient pérennes. Alors, rien n'est éternel, bien sûr, mais des supports qui soient assez solides. Les tablettes d'argile de Mésopotamie sont encore lisibles aujourd'hui, à condition, bien sûr, qu'on connaisse le code. Les parchemins sont souvent lisibles, ils sont peut-être moins lisibles. Les imprimés, selon les époques, sont de moins en moins lisibles. C'est-à-dire que les imprimés plus récents, avec des papiers au chlore, mais vous allez me le confirmer, se dégradent beaucoup plus rapidement. Et les CD-ROM, alors peut-être que vous n'avez plus jamais de CD-ROM, mais les CD-ROM, alors là, c'est terrible parce qu'en 50 ans, ça s'oxyde. Et comme il y a une très grande densité d'informations, à ce moment-là, n'importe quelle petite piqûre d'oxydation les rend illisibles. Et on peut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, souvent quand on pose ça à des informaticiens, ils nous disent, enfin, mes collègues, enfin pas nos collègues d'ailleurs, les industriels qui sont derrière, ils disent ah oui mais on met dans le cloud. Mais le cloud, on oublie simplement que ce sont aussi des supports matériels qui risquent de se détruire. Donc ça c'est une première question. Alors il y a des travaux qui sont en cours. À une époque, on a essayé de faire des disques en verre par exemple, ou d'autres technologies, mais c'est un problème très important. Puis le deuxième problème, c'est celui du code, bien sûr. Parce que enfin, on a mis le temps, vous voyez, par exemple, pour arriver à lire les hiéroglyphes égyptiens, on a bénéficié de la pierre de Rosette, mais il faudrait qu'on ait suffisamment de pierres de Rosette quelque part. Et ça, c'est une question ouverte. Je ne sais pas ce que vous avez, enfin vous peut-être en particulier Marion, avec votre expérience justement d'historienne, peut-être d'autres exemples de choses du passé qui nous soient impénétrable justement parce qu'on ne comprend plus un certain nombre d'éléments, mais il faut remonter, je crois, à un passé beaucoup plus ancien que celui de la Renaissance sur lequel vous travaillez, il me semble. Non, mais c'est une vraie question et c'est aussi une question dans le rapport à l'objet. Je décale un tout petit peu votre question. Le double numérique, il est très utile, il ne remplace pas l'ancien. Et en même temps, le monde virtuel, on le voit avec nos étudiants dans lequel on vit, fait que ces œuvres qui sont toutes des œuvres uniques deviennent des œuvres banales parce qu'il y a un accès très facile. Donc je pense qu'il y a le support matériel et sa pérennité. Il y a aussi une sorte de banalisation de ces œuvres anciennes qui sont des œuvres uniques. Et là, il y a un effort de mémoire et de travail que je pense, les spécialistes ont à faire pour expliquer en quoi ces objets restent des objets uniques. Et même si on avait souvent la question pour l'exposition Sculpturoscope, mais est-ce que finalement c'est des copies qui vont remplacer l'original, qui peuvent devenir des faux? Il y a tout un fantasme très, très important qui se développe. Je pense que il y a à faire travail de mémoire aussi pour faire rentrer cette réalité actuelle à sa place par rapport aux objets du passé. Je ne réponds pas tout à fait, mais je pense que ça participe. Moi, j'ai une question peut-être qui reprend celle-là, parce qu'il y a une dimension sur certains objets du passé que l'on n'a pas. Voilà, par exemple, les bilams. Moi, j'avais travaillé il y a longtemps avec des archéologues, et le bilam est très intéressant, mais il est inséré dans un dispositif qu'on a perdu. C'est-à-dire que le manche en bois, la plupart du temps, est perdu, les ligaments qui permettent de l'attacher sont perdus, etc. Et tout le travail de l'archéologue, c'est la reconstruction de cet environnement. Mais alors, vous, dans les sculptures, il y a des cas où elles étaient polychromes, où elles étaient peintes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Parce que justement, ça c'est quelque chose qu'on perd, et comment est-ce qu'on le retrouve, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est une très, très bonne question. Alors, on le retrouve d'un point de vue traditionnel grâce à tout le travail des restaurateurs qui analysent des micro-restes de polychromie, qui font des analyses de laboratoire pour voir les couches qui ont pu se superposer dans les œuvres que je vous ai montrées. Elles ont toutes l'air, ou certaines très blanches. En fait, les œuvres de la Renaissance étaient
à 80% polychromées, et puis ont été repeintes au cours du temps pour les remettre au goût du jour. Et on a eu un très bel exemple dans le cadre de l'exposition Sculpturoscope d'une Vierge à l'enfant qui a dû être sublime, de plus de 2 mètres de haut, donc il reste que des éléments très abîmés, et qui a fait l'objet d'une analyse très poussée par Olivier Roland, qui est l'un des grands restaurateurs de la région de sculpture ancienne, qui a identifié 3 couches de polychromie, qui font aussi partie de l'histoire de l'œuvre. Et donc là, on a un dossier par excellence, très scientifique, les restaurateurs, les conservateurs, on arrive à peu près à comprendre, on fait des graphiques, mais c'est difficile à restituer pour le grand public. Mais je me tourne vers mon voisin, qui lui a pu mettre en place justement pour l'exposition un outil numérique qui a permis de rendre cet aspect de l'histoire de l'œuvre complètement perdu, sensible pour le grand public. Oui, et je dois dire qu'on s'est vraiment bien amusé avec ça. En fait, on a projeté des informations sur l'œuvre. Alors, il y avait des informations historiques sur ces auteurs. Et puis, on a permis, dans une interface, si vous voulez, gestuelle, donc les gens faisaient des gestes et allaient pointer sur des parties de l'œuvre pour avoir des informations. L'œuvre était à 2-3 mètres des personnes. Et puis voilà. Et puis quand on a découvert ça, on a mis en place ce qu'il fallait pour que les gens puissent repeindre l'œuvre. Donc ils pouvaient. Alors on l'a fait dans le labo, ça marchait même avec un pinceau. En fait, le système détectait la position du pinceau et puis on s'amusait à 3 mètres de distance à repeindre l'œuvre, à lui remettre sa vraie polychromie. Et ça a été vraiment un super moment de joie pour nous scientifiquement. C'était vraiment super sympa de faire ça. C'était vraiment une belle expérience. Peut-être juste pour compléter la réponse à la question sur les formats numériques et leur pérennité, je peux mentionner l'exemple des projets de numérisation des ouvrages anciens où les technologies de numérisation avancent tellement vite que, donc, comme le disait Marion, c'est un vieux projet. On a commencé ce projet de numérisation des ouvrages anciens en 2000. À l'époque, les scanners de documents étaient peu performants. Et justement, il s'est posé cette problématique de pérennité des formats et aussi de choix de résolution de numérisation. Et parfois, on a dû renumériser en fait les œuvres parce que l'évolution technologique était tellement rapide que il était indispensable de renumériser l'œuvre avec les nouveaux scanners pour avoir la couleur, la résolution nécessaire pour faire des études sur les tampons justement et leur historique. Cela n'aurait pas été possible avec les formats qui avaient été utilisés dans les années 2000 pour numériser les images qui souvent étaient en noir et blanc, etc., vu que c'était des documents textuels. Merci. Je vais prendre, il y a des réactions d'internautes que je vais prendre et que je vais poser bien sûr à mes collègues. La première, je vois, est-ce que toutes les œuvres peuvent être modélisées en 3D ou il y a des risques pour certaines qu'elles soient dégradées? Alors ça, c'est une très bonne question. D'abord parce que dans le patrimoine, il y a beaucoup de choses immatérielles qui ne sont pas, de toute façon, qui ne relèvent pas de ça. La musique, les arts vivants. Et en même temps, certaines choses peuvent être beaucoup mieux conservées aujourd'hui que ça ne l'était auparavant. Par exemple, les pièces de théâtre, on ne sait rien de la voix de Molière, que j'ai évoquée tout à l'heure, et de la façon dont il jouait. Or, aujourd'hui, on peut enregistrer ce genre de choses. Mais alors, restons bien sûr à la question du 3D. Est-ce que dans les œuvres que vous connaissez, il y a des choses qui ne peuvent pas être modélisées en 3D ? Oui. La 3D, ça demande d'avoir un accès à l'œuvre direct pour vraiment la capter sous tous les angles. Le tour de cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure et la sculpture que je vous ai montrée, on a pu la scanner en 3D parce que grâce à la restauration, cette sculpture-là a été sortie de la niche et donc on était là au bon moment. Mais scanner une œuvre en 3D, ça veut dire qu'elle soit accessible en 3D. Donc beaucoup d'œuvres qui sont dans les églises, sauf si on a un projet très particulier, mais ça demande, on l'a fait pour certaines sculptures, ça demande une mobilisation énorme. C'est compliqué et on peut pas scanner n'importe quoi. Je ne crois pas que ça n'est pas directement risqué pour les œuvres. Justement, l'intérêt de la 3D, c'est qu'on reste à distance.
En revanche, ce qui est risqué, c'est s'il faut faire une opération pour sortir l'œuvre de sa niche, la descendre dans l'église pour la scanner, il y a toujours des risques de casse, hein, mais comme toute opération, même bénigne à l'hôpital, il peut se passer n'importe quoi. Là, il peut aussi se passer n'importe quoi. Il peut y avoir un accident. Mais par rapport aux techniques traditionnelles de moulage, par exemple, ou tout ce qui permet d'avoir une copie de l'œuvre en 3D, là, on reste à distance. Peut-être Gilles, tu veux compléter ? Je veux juste dire qu'il y a des matériaux qui sont difficiles à scanner en 3D. Hein. Je me souviens à la Cité de l'économie à Paris, il y a des magnifiques pièces en céramique, enfin en émail, et ça, et ça en faïence. Et donc ça, c'est trop réfléchissant. Les scanners, ils n'aiment pas du tout ça. Et je me souviens aussi d'œuvres de statues au Louvre. Hein. Il y avait des paillettes un peu dans le marbre, et forcément les paillettes, ça renvoie la lumière, et donc ça aussi, ça gênait un peu le scanner. Donc il y a des matériaux qui s'y prêtent quand même un petit peu moins que d'autres. Alors, il y a une autre question qui est, je crois, très intéressante. Comment l'utilisation de cette technique de modélisation est-elle accueillie par les historiens plus traditionnels ? Et là, c'est plutôt une question pour Marion. Ah non, pour toi, vas-y. Ouais, parce que justement, l'expérience que j'avais, moi je vais quand même parler de moi, puis après je vous laisse. Mais avec les littéraires avec qui j'ai travaillé, ça n'était pas toujours très très facile. Hein. Certains pensaient que la numérisation, d'une certaine façon, trahissait l'œuvre, hein, et que les techniques d'interprétation automatique avaient un côté violent, enfin, qui était absurde d'ailleurs, hein, parce qu'on ajoute de nouvelles interprétations, mais en tout cas, voilà, c'était pas toujours accueilli très, 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 très favorablement. Alors maintenant, je vous laisse parler parce que dans le domaine qui est le vôtre, j'imagine que ça a dû être difficile, hein, le lien avec les plus traditionnels des historiens ne doit pas être facile. Alors, ça dépend un peu sur qui on tombe. Quand on travaille avec quelqu'un comme Marion ou avec d'autres collègues que j'ai eu la chance de croiser avec ses travaux, des conservateurs, notamment au Musée des Beaux-Arts à Tours, qui étaient vraiment à fond dans le numérique, on pouvait leur amener des expériences nouvelles, ils étaient partants. Je me souviens des journées du patrimoine où on pouvait même faire des expériences avec le public. Enfin, tout ça, c'était passionnant. Inversement, il est vrai aussi que, et je le tiens aussi de discussion avec eux, qu'il y a aussi des conservateurs dans des sites de patrimoine où le numérique est perçu comme un obstacle en fait dans la relation qu'il peut y avoir entre une personne et une œuvre. Et donc pour des gens, il n'est absolument pas question de mettre du numérique parce que ça va complètement biaiser la perception de l'œuvre, sa compréhension, etc. Alors moi à ça j'ai toujours eu une réponse qui est que le numérique, c'est l'avenir, c'est clair, de tous les sites patrimoniaux. Maintenant, le numérique, c'est comme un service dans un très bon restaurant. Moi, j'aime bien cette image. Dans un très bon restaurant, les gens sont autour de vous, ils vous servent, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'ils font autour de vous. Le numérique, dans un site de patrimoine, ça doit être exactement la même chose. Ça doit être quelque chose qui est transparent, une technologie qui ne vient pas perturber justement votre perception de l'œuvre, mais qui, au contraire, vous permet d'aller bien au-delà. Je vais peut-être caricaturer, mais c'est quand même une certaine réalité. Aujourd'hui, moi qui suis un néophyte quand même de la culture, quand on visite un lieu de patrimoine, eh bien, je me souviens, je ne vais pas citer d'exemple, mais on voit une œuvre, il y a un cartel avec un petit texte en dessous, et puis ma foi, alors on peut prendre l'audio guide aussi, mais ma foi, on a quand même une interaction avec l'œuvre, un accès à la connaissance qui est quand même assez limité. Et donc, pour moi, le numérique peut aller sans perturber vraiment la manière classique, disons, de percevoir l'œuvre et de la comprendre, peut aller vraiment bien au-delà. Voilà, c'est mon point de vue de scientifique et d'informaticien, mais... Alors, je pense qu'il faut distinguer entre le numérique comme objet scientifique et comme outil pour l'historien ou l'historien de l'art. Et là, on vous en a donné quelques exemples. Hein. C'est vraiment, ça ouvre des champs fabuleux. Et encore une fois aussi, comme d'analyse même de l'historien, de son regard, je pense que ça va changer des choses et des habitudes. Même l'historien en herbe, moi le tombeau des enfants que vous avez vu ou des petites sculptures, je les ai avec moi en cours, et de pouvoir mettre le tombeau des enfants de Charles VII et Anne de Bretagne dans les mains,
des étudiants, ça leur donne tout d'un coup un rapport à l'œuvre qui n'a rien à voir avec simplement le regarder derrière une grille. Ça ne remplace pas, c'est vraiment un outil de connaissance et donc aussi un outil de médiation. Et ça, c'est, je pense, la deuxième phase de la question. Les historiens de l'art traditionnel, qui peuvent être chercheurs, CNRS, enseignants-chercheurs à l'université, mais aussi tous les chercheurs que sont les conservateurs de musées, ont un rapport plus ou moins facile à ça leur apporte ou pas, ça dépend de leur objet de recherche. Mais je crois qu'ils ont, et la réponse de Gilles le montrait bien, il y a aussi une appréhension du numérique qui, comme outil de médiation, risquerait de faire barrage avec l'œuvre. Et on le voit bien si vous allez à Chambord, il y a des gens qui se promènent avec l'histopade, et puis on a l'impression qu'ils ne regardent pas du tout le château, ils regardent l'histopade. Oui et non, ça demanderait beaucoup plus d'affinité, parce qu'un enfant qui va regarder comme ça de façon ludique, il se souviendra du château, et peut-être que plus tard, il reviendra voir le château. Et l'exposition qu'on a montée au Musée des Beaux-Arts de Tours, c'était un peu tout l'enjeu. Moi, la volonté de cette exposition, elle était très osée. C'était 3 Vierges à l'enfant dans 3 salles. Vous voyez, c'était pas très sexy comme sujet. Et des développements numériques adaptés à ce qu'on voulait dire par rapport à l'œuvre. C'était un vrai défi, avec vraiment la conscience qui, moi, est ancrée en moi, c'est-à-dire que le numérique est un outil et doit rester un outil. Et donc, c'était aussi une exposition test. Et ça a été formidable, alors aussi parce qu'on a eu la chance de travailler sur ce projet pendant 3 ans avec Gilles et d'adapter chaque développement numérique à ce qu'on voulait dire. Mais les gens sont sortis avec des étoiles dans les yeux et on dit, mais on voit ce qu'on ne voyait pas. Et comme le dit Gilles, ça apportait plus qu'un cartel qui parfois reste aussi un peu, est en soi une mise à distance quand le cartel ne dit pas grand-chose et puis le visiteur n'y connaît rien. Et il se sent aussi un peu pris en otage par les scientifiques qui considèrent que un cartel suffit pour éclairer une œuvre. Donc en ça, je pense que le numérique apporte beaucoup, a sans doute besoin aussi toujours de médiation humaine pour expliquer pourquoi l'outil peut apporter et d'accompagner aussi dans cette prise en main de l'outil. Et ça, c'est quelque chose à faire parce que c'est très nouveau et il faut que les gens arrivent à s'emparer de ces outils-là. Oui, juste un complément, mais je pense que ça a déjà été dit un petit peu. C'est vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est la pluridisciplinarité, en fait. Et le fait qu'on soit très proches, que Gilles et Marion aient été très proches quand ils ont conçu les versions numériques et les interfaces disponibles actuellement pour mettre en valeur numériquement toutes ces statues. Et moi, j'ai vécu la même chose sur les livres anciens, où bien sûr que si les informaticiens se mettent tout seuls dans leur coin et développent des outils de reconnaissance automatique de caractères, eh ben, ça n'a aucun intérêt. Et là aussi, il est important de prendre le temps de se mettre d'accord sur un vocabulaire commun, de comprendre les enjeux de chacun pour construire des outils qui soient à l'aide des spécialistes et des historiens, et non pas là pour simplement les remplacer ou autre. Oui, enfin, moi je peux témoigner aussi de mon côté, bien sûr que tous les travaux qu'on a conduits dans le cadre de mes recherches, que ce soit avec l'ITEM ou avec le LabEx Hauteville, n'étaient pertinents que parce qu'on pouvait les confronter avec les théories et les approches des historiens de la littérature ou des différents philologues qui pouvaient être présents sur ces textes. Je crois que cette notion d'interdisciplinarité est essentielle. Puis il y a une dimension en plus, il me semble, à laquelle les historiens, même les plus traditionnels, ne peuvent pas être étrangers. C'est-à-dire que le contact avec les œuvres, même s'il est médiatisé par le numérique, c'est déjà un premier contact. Alors ça n'exclut pas le contact immédiat, mais cette préparation au contact immédiat me semble peut-être être très positive. De même que les photos, les peintures ont pu apporter, puisque avant d'aller au contact de l'œuvre, on a déjà une préparation, et cette préparation peut être aussi commentée. Donc il y a aussi, je crois, cette mise à disposition du patrimoine qui est très facilitée par le numérique. Alors, on a 2 autres questions. L'une, qui est capable de lire les algorithmes d'intelligence artificielle? Est-ce que les piratages informatiques sont un risque pour le patrimoine numérisé? Alors, je vais peut-être poser... allez-y, répondez à ces 2 questions. Moi, j'ai quelques idées là-dessus. Mais Alors, moi, je peux donner un petit éclairage sur la deuxième.
Pour moi, non, il n'y a pas de risque de piratage informatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, là, on a traversé la pandémie, on a travaillé à la maison. Et je me suis dit à un moment donné pour mon travail, tiens, je vais ramener à la maison un des modèles 3D imprimés d'une des œuvres sur lesquelles on avait travaillé avec Marion. Je l'ai posé dans le salon. Et finalement, je n'ai pas travaillé avec. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça bien de l'avoir dans mon salon. Et pour l'instant, je n'arrive pas à la ramener au laboratoire. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, justement, ce que j'espère, c'est que, mais ce n'est pas encore le cas, hein, quand même, c'est pas si simple que ça, c'est que tout ce travail de numérisation soit ouvert à la communauté et à tout le monde, en fait. Quand vous tombez amoureux, si j'ose dire, d'une œuvre d'art, quand vous visitez un site de patrimoine, qui n'a pas rêvé de pouvoir le ramener à la maison et de le mettre dans son salon? Ça marche très bien avec un tableau, parce qu'un tableau, on peut trouver des impressions. Avec une sculpture, c'est beaucoup plus difficile. Et il n'y a pas très longtemps encore, vous voyez, moi je rêve d'avoir l'ours de Pompon dans mon salon, alors pas à l'échelle 1, mais à une échelle un peu réduite. Et je suis vraiment déçu des modèles qu'on trouve en vente. Voilà. Alors, il y a quand même, je ne sais plus quel organisme national là, qui propose une impression à la demande avec un devis. Je n'ai pas osé faire la demande. Mais vous voyez, moi, j'espère que, bon, évidemment, pour les gens qui vendent des modèles 3D, le piratage peut être un problème, parce qu'on va aller prendre l'information qui leur appartient et comme on peut pirater des photos, etc. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, on ait libre accès à tout ça et que quand on a envie d'imprimer en 3D une œuvre et de la mettre dans son salon, on puisse le faire. Bon, on n'y est pas tout à fait encore. Il y a les droits d'auteur, hein, certes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rétribuer l'auteur ou ses descendants, mais on est quand même encore très, très loin de ça. D'autres questions? Oui. Peut-être un élément de réponse à la première partie de la question sur qui est capable de comprendre les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, que dire? Il y a vraiment aujourd'hui, surtout dans les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle que l'on met en place en ce moment avec les techniques de deep learning, là, les boîtes noires dont je parlais, très peu, il faut vraiment être expert en intelligence artificielle, en machine learning, en apprentissage automatique pour être capable de manipuler ces algorithmes. Et comme je le disais un petit peu dans mon exposé, même parfois les experts n'arrivent pas à expliquer suffisamment, à interpréter suffisamment les décisions prises par ces boîtes noires que l'on est capable de concevoir actuellement avec ces techniques-là. Et ça pose donc plein de questions, justement, comme je le disais, sur l'interprétabilité des décisions et l'explicabilité de ces décisions qui sont prises par ces boîtes noires qu'on est capable de créer actuellement à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Oui, il y a peut-être deux questions dans la question. Hein. C'est d'abord lire les algorithmes. Or, ceux-là, au fond, ils sont relativement classiques. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Simplement, il y a ensuite une combinaison de techniques qui est adaptée à chaque situation précise, qui devient extrêmement élaborée. Hein. On pourrait dire, puisque on parle de choses très anciennes, c'est des formes de cathédrales. Hein. C'est-à-dire que par exemple, je parlais des perroquets stochastiques hier. Hein. On a affaire à des modèles qui contiennent des trillions, des milliers de milliards de paramètres à l'intérieur. Hein. Et bien sûr, donc bien sûr, on n'est pas capable de lire ça, c'est trop énorme. Mais en même temps, on sait à peu près ce qu'il y a. Et ensuite, il y a la question effectivement du résultat du système qui a appris. Et à ce moment-là, effectivement, là, on n'est pas capable de le savoir. Et il y a des travaux qui se conduisent aujourd'hui pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'une explication. C'est très compliqué parce que l'explication, justement, ce n'est pas la description pas à pas de ce qui s'est produit, c'est une interprétation à partir du résultat. Et il y a toujours une tension entre l'interprétation, qui est une histoire qu'on raconte, qui peut s'éloigner de la réalité, et la volonté de transparence, qui est une fidélité à ce qui s'est produit. Alors ça pose vraiment tout un tas de questions, mais ça fait partie des recherches actuelles qui sont présentes. Et puis alors, la deuxième question que je trouve extrêmement intéressante, est-ce que les piratages informatiques sont un risque pour le patrimoine numérisé? Alors, je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gilles, parce que je ne l'entends pas de la même façon que Gilles l'a entendu. Hein, c'est-à-dire que lui, il se dit, est-ce qu'on peut s'approprier ça? Peu importe, puisqu'effectivement, comme c'est numérisé, ça peut être duplicable sans coût.
C'est ce qui change totalement, ce qui fait que, par exemple, on peut avoir des œuvres en accès ouvert et on va pouvoir mettre toutes ces sculptures en accès ouvert. Ça ne pose pas de problèmes fondamentaux. En revanche, là où le piratage peut poser problème, c'est qu'on pourrait éventuellement, pour certains aspects du patrimoine, le transformer. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, pour des raisons politiques, certaines personnes qui auraient pour but de changer la mémoire collective. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on pourrait changer la littérature, changer les textes, changer les films. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'avait beaucoup choqué il y a longtemps. Je ne sais pas si certains d'entre vous, les plus âgés, ont un souvenir des photos d'écrivains, et en particulier dans le monde de la culture. Il y avait un fameux ministre qui était à l'origine de la culture, qui fumait énormément. Et ensuite, je ne donnerai pas son nom, mais on nous a donné des photographies de ce même personnage, et pour être politiquement correct, on lui a enlevé toutes les cigarettes à la bouche. Et ça, vous voyez, ce sont des formes de manipulation qui transforment totalement la mémoire collective. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, mais on pourrait imaginer quelque chose de bien pire que ça. Donc je crois que oui, il y a une question importante, c'est comment est-ce qu'on peut attester que cette mémoire collective, celle du patrimoine, soit fidèle à ce qu'elle était. Et ces transformations systématiques de la mémoire, je crois, sont vraiment des choses qui pourraient être très très dangereuses dans certaines situations. Peut-être Marion, vous le dites. Oui, je voudrais rajouter dans l'exemple donné, puis qui pourra faire peut-être une petite boucle avec la question sur Notre-Dame. Il peut y avoir une intention, effectivement, de trafiquer en fait ces images, et l'histoire en est pleine. Je pense que dans l'histoire russe, pour ne pas les nommer, on a pu faire disparaître certaines figures de certaines photographies. Mais la question se pose, et c'est intéressant aussi pour l'historien qui utilise le numérique comme restitution d'un passé perdu. Je vous ai donné rapidement, vous avez vu des exemples tout à l'heure du travail qu'on est en train de mener sur le tour de chœur de la cathédrale de Chartres. Donc le tour de chœur existe encore, l'enveloppe du XVIe siècle existe encore, mais tout l'intérieur du tour de chœur date du XVIIIe siècle, avec une modification très, très importante. Donc dans notre projet de restitution, on essaye de restituer le tour de chœur tel qu'il était à la Renaissance. Et on s'appuie, donc il était assez impressionnant parce qu'il y avait une grande tour au trésor dans la partie du rond-point, et puis il y avait aussi 2 grands portails dorés. Ces 3 éléments qui sont fondamentaux pour comprendre cette structure de chœur, pour la comprendre dans son histoire, la liturgie et son impression physique, nous n'avons que des textes pour la connaître, des textes qui sont très précis, et à partir desquels on s'est appuyé pour essayer de les restituer visuellement. Et en tant qu'historienne de l'art, je me pose la question de la valeur, de la lisibilité et du poids que cette restitution va avoir dans la mémoire. Parce que vous comprenez bien, on restitue quelque chose qui existe en partie, mais dont certains éléments sont inventés. Et donc, dans la prestation qu'on a demandé, j'ai demandé aux prestataires que les éléments qu'on rajoute soient dans leur restitution 3D, qu'on puisse comprendre que c'est une invention intellectuelle qui s'appuie sur des sources historiques, mais qui ne sont pas des sources visuelles. Parce qu'on voit bien que quand on fait des restitutions 3D, après l'image l'emporte, et va l'emporter sur toutes les sources anciennes que l'on a, qui ne sont pas des sources 3D, qui sont des dessins, des gravures, des sources visuelles en 2D et des textes. Et ça me semble fondamental dans une démarche d'historien, c'est-à-dire de bien dire, attention, on aide à restituer un espace en 3D, mais ça, c'est une invention qui repose sur des éléments que l'on a, mais qui restent succincts. Et moi, j'aurais bien aimé, par exemple, qu'on soit 4 équipes à faire le même projet sans se parler, pour voir à la fin 4 résultats qui auraient sans doute été très différents à partir des mêmes sources.
Et dans l'histoire de mémoire et du travail de l'historien, je pense que c'est fondamental qu'on fasse très très attention à ces outils qu'on produit et ces restitutions qu'on produit. On sait qu'elles ont une valeur. Moi-même, je me dis, oh, il y a un côté waouh, le tour du cœur en 3D. On a une conscience de l'espace, que même ceux qui connaissent le mieux le tour de cœur n'avaient pas et maintenant ont grâce au numérique. Mais il faut qu'on arrive à garder cette distance. C'est une invention aussi. Donc on crée de l'ancien et il faut faire très très attention à ces outils que l'on invente, qui sont des outils de compréhension, mais il faut bien qu'on le dise et qu'on le montre et qu'on le voit. Il y a encore une question, je crois qu'elle est très intéressante. On va essayer d'y répondre très rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que les grands chantiers de restauration comme Notre-Dame de Paris se basent sur des techniques de modélisation? La réponse c'est oui, mais vous pouvez être plus précise. Alors moi je donne juste une idée. Par exemple, l'ambiance sonore, il y a tout un tas de travaux là-dessus, restituer le paysage sonore ancien, le paysage sonore de Paris, etc. Tout ça c'est la modélisation, mais allez-y, je suppose que vous avez plein d'autres exemples là-dessus. Oui, je connais moins bien, que je ne suis pas spécialiste du dossier de Notre-Dame, mais oui, les nouvelles techniques de modélisation aident aussi à penser des espaces. Justement, ça rejoint la toute première question qui avait été posée, pour être très respectueuse de ces espaces avant d'intervenir. Ça permet d'avoir un modèle conceptuel à réfléchir pour savoir quel type d'intervention on peut proposer, d'en donner des exemples aussi visuels. Je pense à des plus petites tailles pour les questions de restauration de sculpture. Ce n'est pas du tout intrusif, on ne risque pas d'abîmer l'œuvre et ça permet de réfléchir à ce qu'on va faire, ce qu'on peut proposer. Donc c'est vraiment des outils qui se développent beaucoup. Mais cette question est beaucoup plus large. Il y a le bâtiment, la 3D, mais ça permet aussi, et ça je pense que c'est une image très belle, de réfléchir sur de l'immatériel, sur la question du son, d'essayer d'un point de vue historique de restituer les sons, peut-être les odeurs, je ne sais pas, mais de travailler aussi sur cette mémoire sonore, la mémoire olfactive, qui nous échappe, mais qui font partie des travaux actuels d'historiens. Je suis obligé d'arrêter cette table ronde, je suis désolé, mais on aurait pu continuer très très longtemps. Cette question des sciences est passionnante. Donc je vous remercie à tous ceux qui sont dans la salle et à tous ceux qui sont en ligne d'avoir assisté à cette table ronde sur la numérisation du patrimoine.